La grève contre la réforme des retraites est donc entrée dans sa 28e journée. On égale ainsi le plus long blocage des transports depuis 86-87 et c'est pas terminé. Ça, c'est une certitude puisque les négociations vont reprendre la semaine prochaine. Il y aura une journée d'action le 9. On a entendu la CGT Chimie parler du blocage des raffineries. On a l'impression que ce conflit ne va pas en finir. Sauf que c'est au Premier ministre de trouver la solution, une sortie de crise rapide. C'est ce que lui a demandé le président. Jusqu'à quand les grévistes vont-ils pouvoir tenir? Comment l'opinion va-t-elle basculer? On va en parler avec nos invités. Nous sommes avec Maxime Minot, député Les Républicains de l'Oise, Éric Meyer, secrétaire fédéral de Sudrail, Charlotte Parmentier-Lecoq, députée La République En Marche du Nord, et puis Thomas Soulier du service politique de BFM TV. Mais on va reparler d'abord avec Magali Chalet du calendrier des négociations. Magali. Effectivement, donc dès demain à 9h30, Édouard Philippe recevra à Matignon Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Jean-Baptiste Djebbari et Laurent Pietraszewski pour faire un point de situation dans les transports publics et l'avancée des négociations sur la réforme des retraites. Dès lundi 6, le Premier ministre reprendra contact avec les leaders syndicaux. Ce seront des contacts téléphoniques. Mardi 7 janvier, nouvelle étape. Le Premier ministre ne recevra pas à Matignon les partenaires sociaux, mais les négociations reprendront. Cette fois au ministère de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en présence d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, pour évoquer la question de la pénibilité et de l'emploi des seniors. Ce sera une réunion multilatérale, c'est-à-dire que tous les syndicats sont invités. Et enfin, le 9 janvier, nouvelle étape. Cette fois, c'est la grande journée de grève et de manifestation à l'appel de la CGT. La CFDT ne sera pas présente, mais c'est un moment important pour voir si la contestation dans la rue s'essouffle ou prend de l'ampleur. Et quelles sont les autres étapes, Magali, de la négociation alors? Eh bien, les rendez-vous vont se succéder entre les différents ministres et les syndicats. La semaine du 7, c'est Olivier Dussopt qui va recevoir les syndicats pour discuter de la retraite progressive dans la fonction publique et de la pénibilité. Entre le 7 et le 17 janvier, c'est Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État en charge des retraites, qui recevra les organisations syndicales et patronales au sujet de l'évolution du minimum de pension. Le 13 janvier, c'est Agnès Buzyn qui proposera aux organisations syndicales de la fonction publique hospitalière de lancer le chantier de l'aménagement des fins de carrière à l'hôpital. Et la même semaine, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, tentera de trouver avec les organisations syndicales un protocole d'accord sur la revalorisation des salaires des enseignants. Et enfin, le 22 janvier prochain, le projet de réforme sur le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministres. Magali Chalet, donc, pour ce calendrier précis des négociations. Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. À la limite, vous les négos, peu importe, puisque de toute façon, ce que vous voulez, c'est le retrait pur et simple du projet de loi. Mais vous êtes prêt à tenir jusqu'à quand? Puisque le président a réaffirmé qu'il ne retirerait pas ce texte, cette réforme des retraites. Enfin, en 1995, Alain Juppé, 48 heures avant de retirer sa réforme, disait qu'il était droit dans ses bottes et qu'il ne retirerait pas sa réforme. Voilà. Il avait 2 millions de personnes dans la rue. Voilà, oui, mais là, on termine une séquence de pourrissement voulu par le gouvernement de 3 semaines, où la grève s'est quand même maintenue dans les transports. Ça va être la rentrée, une rentrée sociale qu'on annonce quand même assez forte, avec un élargissement. Vous êtes persuadé qu'il y aura un vrai rebond du nombre de grévistes et de mobilisation d'ici le 9? Non, mais nous, ce qu'on attend, au-delà d'un rebond du nombre de grévistes à la SNCF qui viendra, parce qu'il y a la fin des gens vont congés, rentrer de vacances, etc. Ce qu'on attend, c'est un élargissement du mouvement à d'autres secteurs professionnels. On a parlé des raffineries, il y a l'éducation nationale qui va également rentrer. Il y a des grandes entreprises qui, également dans la perspective du 9, vont se mettre donc en grève. Vous voyez poindre, vous, la possibilité d'un élargissement et d'une grève générale? Alors la grève générale, on l'appelle de nos voeux. Est-ce qu'elle viendra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un élargissement dès la semaine prochaine du nombre de secteurs professionnels et du nombre d'entreprises en grève, oui, on l'attend. Prêt à courir ce risque, Madame la députée Parmentier-Lecoq? Je crois que quand on parle de pourrissement, il faut voir de quoi est-ce que l'on parle. Parce que qui pourrit la situation aujourd'hui? Quand on voit les menaces de bloquer des raffineries, quand on voit aujourd'hui les intrusions dans les locaux du siège de La République En Marche, cet après-midi, quartier de l'Opéra. Ce sont des actions qui sont tout à fait inadmissibles. C'est-à-dire que là, on n'est vraiment plus dans le dialogue. Il n'y a aucune volonté de dialogue. On est dans la violence, on est dans l'intimidation.
C'est aussi ce qui s'est passé dans les permanences des parlementaires, où lors des réunions publiques, on a essayé d'organiser justement pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir écouter les citoyens. Et donc là, en fait, on vient nous empêcher de faire notre boulot, on vient nous empêcher de vraiment avoir une démarche démocratique, d'écoute. Et on est dans la violence. Et je crois que quand on commence à faire ça, ça veut dire qu'en fait, on est à court d'arguments, on n'a plus rien à dire. Et donc, simplement, on veut s'imposer par la force et on vient terroriser là des salariés, des collaborateurs en fait qui font juste leur boulot, qui font leur travail pour nous et ne plus accepter, ne jamais peut-être aussi parce que il y a le dialogue social, le processus démocratique, la voie parlementaire, mais il y a peut-être une base et une colère qui est beaucoup plus radicale et que vous ne sentez peut-être pas, vous, aujourd'hui, au gouvernement. Il y a eu 2 ans quand même de concertation. Il y a véritablement des espaces de dialogue qui sont en place depuis le départ, mais on a aussi une forme de militantisme ultra radicalisé, en fait, qui est de plus en plus en train de monter dans la violence. C'est-à-dire que plus vous voyez notre détermination à, 1, mettre en place le régime universel, et 2, à quand même vouloir le faire en discutant avec des transitions très progressives, plus vous vous rendez compte que il y a plus d'échappatoire et donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de renforcer, on essaye de durcir. Vous parlez d'écoute. De durcir et de faire peur. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'écoute. Et nous, quand on pose des questions, quand on donne des éléments, je vous ai pas coupé, alors essayez de pas de me couper. Quand on parle d'écoute, nous, ça fait 3 semaines que il y a aucun dialogue et nous on ne demande pas à être écoutés, on demande des réponses. Vous demandez le retrait. Aujourd'hui on a posé des questions. On a des réponses. Vous avez posé des questions quand vous éléments de débarquez langage. dans les permanences parlementaires. Moi, je vous pose une question au siège de la République en marche. Vous posez des questions. Mais moi, j'y étais pas au siège de la République en marche. Voilà, enfin, tous ceux qui vous. Alors, quelle est la question que vous voulez poser à Madame? Il n'y a aucune organisation syndicale qui appelait à aller envahir les locaux de la République en marche. Voilà. Donc vous assumez pas en fait ce que font vos militants, quoi. Je veux dire, mais après. Vous condamnez en fait de faire ça ou pas, chacun est libre. Non, mais c'est vous qui provoquez les choses comme ça. Moi, je condamne pas. Ah, c'est nous qui provoquons. Oui, c'est nous qui provoquons en allant. Vous avez eu depuis le début du conflit toute une sorte de stratégie. Le petit livre de la désinformation, il a été appris par cœur. Il a été appris par cœur par le gouvernement. On a eu la stratégie de la stigmatisation. Regardez les avantages faramineux des cheminots, de la RATP, des régimes spéciaux. Derrière, on a eu la stratégie de la culpabilisation. Regardez, ils vont bloquer tous les transports. Ils vont empêcher les familles de partir en vacances. C'est quand même la réalité. Maintenant, oui, mais pourquoi? Nous, voilà, vous dites, par exemple, le président de la République. Écoutez, le président. Moi, je vous pose une question très claire sur la réforme des retraites. Vous dites, le président de la République, c'était annoncé dans son programme. Oui, quand on lit le programme, le président de la République, il a annoncé quoi? Une réforme des retraites, ni allongement de la durée, ni baisse des pensions. Aujourd'hui, on a quoi sur la table? Allongement de la durée, baisse des pensions. Non, il n'y a pas baisse des pensions, ça c'est clair. Même dans les simulateurs qui sont fournis aujourd'hui, sans parler des simulateurs syndicaux, parce que tout de suite on jette l'opprobre. Attendez, Monsieur Millard. Les simulateurs qui sont fournis par le ministère. On constate la baisse des pensions. Attendez, juste sur le simulateur, il y a même le responsable du simulateur de la CGT qui a reconnu qu'il n'était pas fiable et qu'il était idéologique. Il a reconnu chez nos confrères de France 3 dans un reportage. Je parle aussi des simulateurs des syndicats. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de pension. En attendant, depuis les vœux du président de la République, on se rend compte que c'est sur le Premier ministre qu'est la pression. Thomas Soulier, service politique de BFM TV, il doit trouver un compromis rapide en fait pour sortir de crise. Donc, Monsieur Philippe, à vous de jouer quoi en fait, c'est ce qu'on lui a dit. Oui, bon courage à lui. D'abord, il est sous pression, mais a priori assez déterminé. Sous pression, même son entourage consent aujourd'hui. Et ce matin, je cite un de ses proches en disant « Le Premier ministre a la pression, c'est certain, la pression surtout du pays, car c'est lui qui incarne la réforme. » Mais en effet, si demain il y a un échec, si demain il n'y a pas de compromis, ce sera la faute de qui? Si on entend, si on écoute bien ce que dit Emmanuel Macron, ce serait la faute du gouvernement et donc d'Édouard Philippe. Mais maintenant, donc ce sera le fusible de la 5e comme d'habitude, quoi, le chef du gouvernement. Et là, tout le paradoxe, c'est que quand on pose la question aux députés, peut-être que ma voisine le dira, ou même aux membres du gouvernement, à l'Élysée, à Matignon, il n'est pas le fusible aujourd'hui, Édouard Philippe. Il n'est pas aujourd'hui sur la sellette, Édouard Philippe. On lui met la pression, mais c'est plutôt une pression, on va dire,
dire, amical, pour reprendre un terme politique, mais il est populaire chez les ministres et chez les députés, ce qui est plutôt nouveau, parce qu'au début du quinquennat, il était plutôt impopulaire chez les députés. Il plaît à l'électorat de droite, et justement, Emmanuel Macron, il veut siphonner l'électorat de droite et l'électorat... Les Français veulent surtout des trains pour le moment. Oui, et puis il y a un problème aussi, mais c'est la politique aussi, Alain, il y a un problème de banc de touche. Demain, vous dites à Édouard Philippe, au revoir Édouard, vous mettez qui peut le remplacer? Personne. Ouais. Il n'y a aucun nom qui circule. Quand vous posez la question à un ministre aujourd'hui ou un député, imaginons qu'ils doivent partir, Édouard Philippe, vous mettez qui? Silence radio, il n'y a pas de nom. Et l'opposition en était. Et la droite, cette réforme dont rêvait la droite, qui avait amorcé Nicolas Sarkozy, qui a coûté très cher. En fait, là, c'est Édouard Philippe qui est en train de la faire, la réforme des retraites que vous appeliez de vos voeux. Même votre candidat Fillon portait durant la campagne électorale. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ces grèves et ces blocages pénalisent les Français. Il est vrai que la réforme des retraites, il faut qu'elle aboutisse dans le sens où l'âge de la retraite doit être forcément repoussé. Nous, notre famille politique, on a toujours été clair sur ce sujet. L'âge de la retraite doit reculer à 64 ans. Sachant que le départ aujourd'hui, c'est 63,3 ans. L'âge d'ouverture des droits. Oui, des droits. Mais Une fois arrivé à 60 ans, on a moins d'un tiers des Français qui bossent. Après 2 ans et demi de pseudo-concertation et de 29 jours de blocage, les Français sont pris en otage. On est tous attachés au droit de grève, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on a aujourd'hui une réforme qui est de moins en moins universelle, puisque on est censé supprimer ces 42 régimes spéciaux. Mais aujourd'hui, avec la réforme qui nous est annoncée, on va avoir à peu près une 60aine de régimes particuliers. Ou spécifiques, c'est ça. Ou spécifiques. Ouais. Donc ça montre qu'il y aura encore plus d'inégalités. Donc vous dites qu'il faut que la réforme soit retirée, vous aussi? C'est ce que vous dites aujourd'hui, quoi? Non, je ne dis pas que la réforme doit être retirée. On nous parle de droits familiaux, de pénibilité, de toutes ces choses-là, mais elles ne sont pas financées aujourd'hui. Donc il faut peser le pour et le contre. Et moi, je pense que si on part dans cette réforme des retraites à l'heure actuelle, il va y avoir un moyen de financer. Par quel moyen? Vous avez dénaturé votre réforme qui devait être universelle en gardant des régimes qui ne sont plus spéciaux, mais spécifiques, en allant encore vers d'autres critères qui seront ceux de la pénibilité? Ce qui est très clair et qui a toujours été dit, et ce que l'on continue de répéter, c'est que le régime universel, on y va. On y va et on veut le mettre en place. Et il va être mis en place. Simplement, ce qui se passe, c'est que entre la mise en place de ce régime universel et la situation actuelle, et je rappelle, c'est quand même 42 régimes différents qui cohabitent, donc c'est un peu l'usine à gaz, il faut bien quand même trouver des moyens de transition pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et on ne souhaite pas le faire de façon brutale, sans prendre les personnes trop sur le vif. Donc tout est négocié pour pouvoir passer progressivement. Donc forcément qu'il y a des périodes où il va y avoir un peu de la cohabitation entre des gens qui vont rentrer dans le nouveau système, des gens qui vont être encore dans l'ancien système, des décalages. Mais tout ça pour pouvoir converger progressivement vers ce régime universel. Mais vous ne toucherez pas à l'âge pivot ou l'âge d'équilibre à 64 ans. L'âge pivot, il est vraiment mis en débat. C'est-à-dire que ce qui a été redit, c'est le double discours de Macron depuis des mois et des mois. Alors c'est tout. Comment dire, c'est un petit peu tout l'équilibre que l'on doit finalement trouver, parce que on a un enjeu. Et enfin, l'enjeu que veut mettre en avant le Premier ministre, c'est de dire il faut qu'on équilibre le système. Et on voit bien que quand même progressivement, on va vers moins de retraités proportionnellement au nombre d'actifs. Donc il faut bien trouver un moyen de pouvoir financer et que ça ne pèse pas trop lourd sur les actifs qui sont eux ceux qui financent les retraites des retraités. Donc il faut trouver cet équilibre, mais il y a plusieurs options possibles. Moi, je vois pas deux choses. Enfin, je vois qu'il y a deux choses. Il y a augmenter les cotisations peut-être d'un côté. Négatif pour le MEDEF. Alors c'est négatif pour le MEDEF. Il fait partie des partenaires sociaux qui négocient. Il n'en veut pas le MEDEF. Je pense que tous les efforts qu'on a fait dans le sens, sens on l'écoute, justement de réduire les cotisations, ça a permis de débloquer, de créer de l'emploi, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, pouvoir baisser le chômage. Donc ça c'est vertueux parce que aussi ça fait plus d'actifs qui viennent cotiser. Et donc sinon, ça veut dire que bah oui, il faut essayer de travailler de plus en plus. Donc on va travailler sur la pénibilité la et question, puis moduler. Comment est-ce qu'on le fait pour que ça soit viable? Parce qu'il y a des gens qui arrivent au chômage quand même à la retraite, il y a des gens qui arrivent en situation d'invalidité. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces situations-là, donc d'où la réforme. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Et on demande aux partenaires sociaux, effectivement, de nous aider en fait à trouver avec des solutions, avec des propositions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu déjà travailler sur ces sujets-là,
parce que la pénibilité, vous auriez eu parce que largement moi la le temps. pénibilité, j'entends le gouvernement qui dit, moi je vais ouvrir des négociations sur la pénibilité. Il y a C'est déjà quand même des ce, propositions c'est quand même qui ce, sont c'est sur quand la même ce. table. Non, enfin on a Laurent Pietraszewski qui dit, moi je suis contre remettre des critères de pénibilité. Et c'est quand même le gouvernement Philippe qui a supprimé les 4 critères de pénibilité depuis 2 ans et demi. Parce que c'est le gouvernement parce Philippe. que c'était une usine Ah à oui, gaz, parce que le parce port que de charge c'était une lourde, usine à c'est pas gaz. du travail pénible. C'est parce que c'était une usine à gaz, je veux c'était dire, ingérable à calculer. Oui, oui. Donc ça marchait pas. En attendant, pour vous, voilà. Ce que l'on fait, c'est qu'au contraire, on l'élargit. Il faut déjà ouvrir aux des fonctionnaires. négociations sur des choses qu'on a. Et par contre, on travaille mieux sur la reconnaissance du travail. C'est un facteur aussi. Thomas Soulier. L'âge pivot, c'est la porte de sortie, c'est clair aujourd'hui. Mais il y a un dilemme pour Emmanuel Macron. Soit il dit à Laurent Berger, à la CFDT, OK, on top ensemble et je supprime l'âge pivot. Ça permettra à Laurent Berger, à l'UNSA également, de dire très bien, on soutient le projet de réforme des retraites. En revanche, ça ne ferait pas du tout plaisir à Édouard Philippe, qui tient vraiment, mais alors il y tient à cet âge pivot. L'un de ses proches me disait encore ce matin, l'équilibre n'est pas négociable et le Premier ministre continue de penser que l'âge pivot est le meilleur outil. Ça, c'est la première solution. Enfin, c'est la première solution, mais s'il veut sortir rapidement de la crise, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir jouer, parce que c'est la mission que lui est donnée. D'où le deuxième scénario, voilà, d'édulcorer, d'habiller l'âge pivot, c'est-à-dire qu'on va mettre en place la pénibilité, vous le disiez Alain, la pénibilité, la prise en compte du temps partiel, les aménagements sur les fins de carrière. Donc on va habiller tout ça, ça sera un âge pivot à minima, individualisé en quelque sorte. Mais là, la question, c'est la seule question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que Laurent Berger et l'UNSA sont prêts à accepter un âge pivot qui serait édulcoré? S'il accepte, ça pourrait une sortie de crise. S'il n'accepte pas, le dialogue de sourds continuera. Ce sera un point de non-retour entre les syndicats réformistes et le gouvernement. Maxime Minot, monsieur le député. Ce que je remarque, c'est qu'on est encore dans le brouillard le plus total, ce qui crée effectivement un climat anxiogène pour l'ensemble de nos Français et pour l'ensemble des grévistes. Et puis, Madame la députée, vous n'avez pas répondu. Qui va payer 17 milliards? Qui va payer au final? Est-ce qu'il y aura une hausse d'impôts? Est-ce que du coup, ce sera répercuté sur l'ensemble des Français? Dites-nous, qui va payer les 17 milliards pour subvenir à cette réforme des retraites? Oui, c'est tout l'équilibre qu'il faut que l'on trouve. Moi, je ne suis pas favorable, je dis encore une fois, à ce que l'on fasse des hausses de cotisations, parce que je pense que ça aurait un effet finalement inverse, pervers, négatif. Je pense qu'il faut plutôt aller vers une version un peu assouplie de l'âge pivot. De l'âge d'équilibre. De l'âge d'équilibre, voilà, pour pouvoir aller vers l'équilibre budgétaire. Mais on voit bien quand même, il faut qu'on se compare aussi aux autres pays européens qui sont plutôt autour de 65 ans pour le départ à la retraite, que nous, on est quand même déjà en réalité à 64 ans. Et je trouve aussi qu'il faut quand même qu'on rappelle que progressivement, ce que nous voulons aussi, c'est bien faire réduire l'âge pour pouvoir partir à la retraite avec l'ensemble de ses droits et notamment passer de 67 ans à progressivement jusqu'à 64 ans. Et ce qu'il faut préciser, c'est que... Et ne plus devoir attendre 67 ans, pardon. Il y a un vrai débat au sein du gouvernement sur l'âge d'équilibre. À la veille du grand discours d'Édouard Philippe au Conseil économique, il y a eu un dîner à l'Élysée et quasiment la moitié du gouvernement, Bruno Le Maire et d'autres, même Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, disaient à Emmanuel Macron, mais vous êtes fous, si vous faites l'âge pivot, on perd Laurent Berger. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et pourquoi Emmanuel Macron a dit oui à Édouard Philippe? Faire plaisir à Maxime Minot, pas lui personnellement, aux Républicains. à son parti, en disant qu'on ne fait pas l'âge d'équilibre, ça ne sera pas financé et on va perdre l'électorat de droite. En termes de financement, aujourd'hui, on est en train d'enfumer les gens. En termes de financement, on a la caisse d'amortissement de la dette sociale, 125 milliards. On a des leviers. Aujourd'hui, l'inégalité salariale homme-femme, si par la loi, vous dites c'est terminé, c'est 15,6% de cotisation qui rentrent en plus, il n'y a plus de déficit. Si vous empêchez les boîtes de faire des ruptures conventionnelles de tous les gars qui ont plus de 55 ans et que les grandes entreprises foutent dehors aujourd'hui pour prendre des jeunes à la place et laissent à la charge de l'assurance chômage ou de l'assurance maladie, eh ben vous réglez les problèmes de financement. Seulement, vous prenez les choses à l'envers. Aujourd'hui, on entend bien. Moi, j'entends dans votre discours. Le MEDEF dit non, donc c'est non. Par contre, quand les salariés disent non, ah oui, mais c'est non, regardez, vous êtes des terroristes, vous bloquez, réponse vous envahissez. Avant de passer à la deuxième partie de sur la question des hausses de cotisation que refuse le maire. Et sur le fait que de l'argent, il y en a et qu'on pourrait régler le problème avec la réduction des salaires, de l'inégalité salariale homme-femme notamment, et autres cas. D'autres pistes à explorer, quoi. C'est ce qu'il disait. Oui, il y a de nombreuses pistes à explorer et c'est pour ça que la table des négociations, elle est ouverte et c'est pour ça qu'on a besoin de dialoguer. Et qu'est-ce que l'on dit? On dit que si les organisations syndicales trouvent ou font des propositions qui permettent finalement de trouver une autre manœuvre,
on est prêt à l'écouter. Le Premier ministre l'a rappelé également. Et on en reparlera tout à l'heure, justement, dans la deuxième partie de BFM Story, 18h, 19h.